Vrai, je suis très nerveux. Épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou? La maladie a aiguisé mes sens. Elle les a pas détruits, elle les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses. Du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou? Attention! Et observez, avec quelle santé, avec quel calme je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle. Une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu pâle, avec une taie dessus. À chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du gaillard. Et par ce moyen, de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant, voici Loïc. Vous me croyez fou? Les fous ne savent rien de rien. Et si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais plus aimable avec le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Ah, si doucement. Et alors, quand je l'avais suffisamment entrebâillé pour pouvoir passer la tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis je passais la tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais la tête. Je la mouvais lentement. Très lentement. De manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien 1 heure pour pouvoir passer toute ma tête à travers l'ouverture. Assez avant pour le voir couché sur son lit. Ah, fou aurait-il été aussi prudent? Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne. Oh, avec précaution. Avec quelle précaution? Avec quelle précaution, car la charnière criait. Je l'ouvrais juste assez pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait chaque nuit, pendant 7 longues nuits, juste à minuit. Et je trouvais toujours l'œil fermé, et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre. Car ce n'était pas le vieil homme qui me vexait, c'était son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre. Je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial, m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit,
Je l'examinais dans son sommeil. La 8e nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne le faisait ma main. Jamais avant cette nuit, j'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe. Penser que j'étais là. Ouvrant la porte, petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ni de mes pensées secrètes. Cette idée, je lâchai un petit rire. Peut-être m'entendit-il, car il se remua soudainement sur son lit, comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais? Mais non! Car sa chambre était noire comme de la poix, tant les ténèbres étaient épaisses. Car les volets étaient soigneusement fermés, de crainte des voleurs. Et sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage. Toujours davantage. J'avais passé la tête. Et j'étais sur le point d'entrouvrir la lanterne. Quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc, le vieil homme se dressa sur son lit en criant « Qui est là ?» Je restais complètement immobile et ne dis rien. Pendant 1 heure entière, je ne remuais pas un muscle. Et pendant tout ce temps, je n'entendis pas se recoucher. Il resta assis là, sur son séant, aux écoutes. Juste comme j'avais fait avant lui pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur. Et voilà. Et voilà que j'entendis un faible gémissement. Et j'ai reconnu, c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin. Oh non, c'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit. Bien des nuits, à minuit juste, pendant que le monde entier dormait, il avait jailli mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. J'ai dit que je le connaissais. Je savais ce qu'éprouvait le vieil homme. Et j'avais pitié de lui. Quoique, juste le rire dans le cœur, je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit, quand il s'était retourné dans son lit. Oh, ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il se disait à lui-même, ce n'est que le vent de ma chinée. Ce n'est que le souris qui traverse le parquet. Oh, c'est juste un grillon qui pousse son cri. Oui, il s'était forcé de se fortifier avec ses hypothèses. Mais tout cela a été vain. Tout a été vain. Parce que la mort qui approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de cette ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vit et n'entendit rien, qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans sa chambre. Quand j'eus attendu un long temps, très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entrouvrir un peu la lanterne. Oh, si peu que rien. Je l'ouvris donc, si furtivement que vous ne sauriez l'imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert
tout grand ouvert, et j'entrais en fureur aussitôt que je le regardais. Je le vis tout entier d'un bleu terne, recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Mais je ne pouvais voir que cela, de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon, comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est en fait qu'une hyper-acuité des sens? Maintenant, je vous le dis. Un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton, vint à mes oreilles. Ce son-là, je le reconnus bien aussi. C'était le bruit du battement du cœur du vieux. Il a cru ma fureur comme le battement du tambour exaspère le courageux soldat. Je me comptais encore, et je restais sans bouger. Je respirais à peine. Je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur devenait toujours plus forte et devenait de plus en plus haute, à chaque instant de plus en plus précipitée. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement dit devenait toujours plus fort. Me suivez-vous bien? Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jeta en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes encore, je me contins. Et je restais calme. Mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvrais brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Et ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet. Je retournai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors je souris avec bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Pendant quelques minutes, le cœur battit dans son volet. Cela toutefois ne me tourmenta pas, on ne pouvait l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevai le lit. J'examinais le corps. Et il était roide, un roide mort. Je plaçai ma main sur le cœur. Il y maintint plusieurs minutes. Aucune pulsation. Il était roide mort. Son œil désormais ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait vite et je travaillais vivement, et en silence. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes, puis j'arrachais 3 planches du parquet de la chambre et je déplaçais le tout entre les voliges. Puis je replaçais les feuilles si habilement, si adroitement qu'aucun œil humain, pas même le sien, n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. J'avais été trop bien avisé pour cela. Un baquet avait tout absorbé. Quand j'ai fini tous ces travaux, il était 4 heures. Il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis ouvrir avec le cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant? Trois hommes entrèrent. Ils se présentèrent avec une parfaite suavité comme officiers de police.
Un cri avait été entendu pendant la nuit par un voisin. Cela avait éveillé le soupçon de quelques mauvais coups. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police, et ces messieurs, les officiers, étaient venus pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre? Le cri, dis-je, c'est moi qui l'avais poussé pendant la nuit. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs par toute la maison. Je les ai invités à chercher. Et à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai tous ses trésors, en parfaite sécurité, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportais des chaises dans la chambre et les priais de s'y reposer de leur fatigue. Tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installais ma propre chaise à l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et causèrent de choses familières, auxquelles je répondis gaiement. Mais au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle. Et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal. Et il me semblait que les oreilles me tintaient. Mais toujours il restait assis. Toujours il causait. Le tintement devint plus distinct. Il persista. Il devint encore plus distinct. Je bavardai plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation. Mais elle tint bon. Il prit un caractère tout à fait décidé. Tant qu'à la fin, je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute alors je devins très pâle. Mais je bavardais encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours. Que pouvais-je faire? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levais et je disputais sur les niaiseries dans un diapason très élevé avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller? J'arpentais ça et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu! Que pouvais-je faire? J'écumais, je battais la campagne, je jurais! J'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je me faisais crier sur le parquet. Mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Et toujours les hommes causaient, plaisantaient, se riaient. Est-il possible qu'ils n'entendissent pas? Dieu Tout-Puissant, non! Non! Ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient, ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus et je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentais qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, alors entendez-vous? Écoutez! Plus haut! Plus haut, toujours plus haut! Toujours plus haut! Misérable, m'écriai-je! Ne dissimulez pas plus longtemps, j'avoue la chose! Arrachez ces planches! C'est là! C'est là! C'est le battement de son affreux cœur! Merci à Bernard.